Alors je disais que c'est ce que notre l'a dit, il nous disait que de toute façon, on ne sait jamais par où est-ce qu'on doit commencer. Il dit Nietzsche que en fait celui qui prend la parole en public, au départ, il n'a qu'une certitude, c'est qu'il doit dire. Mais en même temps qu'il doit dire et qu'il doit forcément dire, il dit il ne sait même pas ce qu'il doit dire, ou même s'il sait ce qu'il dit, il ne sait pas si ces dires-là correspondront à des dires philosophiques. Et à partir du moment où on n'est jamais sûr que les dires que nous élèverons seront conformes à des dires philosophiques, il ne me reste à souhaiter moi que mes dires réveillent en vous d'autres dires et que les dires que mes dires réveillent en vous puissent former une profession de Je commencerai par la vie sociale, puisque c'est ce qui est frais dans vos mémoires, et à l'autre chemin, on finira par l'introduction à la philosophie. Dans ce vaste domaine numéro 2, intitulé donc la vie sociale, vous le savez, dans nature et culture, travail, langage, individu, société, conscience, inconscient jusqu'à liberté, vous avez cherché au fond à répondre à la même question, la question anthropologique. Et quand je dis la question anthropologique, c'est quelle question? C'est la question qu'est-ce que l'homme? Maintenant, ensemble, nous allons revisiter les différentes réponses que vous avez données à cette question qu'est-ce que l'homme au niveau de chacun de nous. D'abord, dans la leçon inaugurale du domaine numéro 2, la vie sociale, nature et culture. À la question qu'est-ce que l'homme, vous êtes arrivé à une réponse précise, et je sais que si je tendais le micro à n'importe lequel d'entre vous, en lui demandant au terme de nature et culture quelle est la réponse que vous avez donnée à la question qu'est-ce que l'homme, je dis n'importe lequel d'entre vous m'aurait répondu qui voudrait répondre. Au terme de nature et culture à la question qu'est-ce que l'homme, quelle est la réponse que vous avez apportée? Vous avez montré que l'homme ne se définit ni par la seule nature, ni par la seule culture, mais qu'il est une synthèse d'éléments naturels et d'éléments culturels. Quel est le terme que vous avez employé? Vous avez employé l'expression qu'on emprunte à Edgar Morin, consistant à dire de l'homme qu'il est un être bioculturel. Mais attention, quand vous avez dit de l'homme qu'il est un être bioculturel, vous avez parfaitement compris que dans cette dualité complexe qui fait l'homme, s'il y a un élément primordial et déterminant, ce n'est point ce qui relève du biologique, mais plutôt ce qui relève du culturel. Une manière de vous rappeler, parce que je crois que vous le savez déjà, si de manière artificielle, je mettais ici à gauche nature et ici culture, vous savez bien que la balance ne pencherait pas du côté nature, mais elle pencherait du côté culture. Et dire de la balance qu'elle pencherait du côté culture signifie simplement que la culture est l'essence de l'homme. Et quand vous avez dit de la culture, quelle est l'essence de l'homme, l'essence d'une chose, c'est ce que cette chose a en propre et qui la distingue des autres. Donc en disant de la culture quelle est l'essence de l'homme, vous avez montré quoi? Que la culture est ce qui définit l'homme. En même temps, la culture, c'est qui élève l'homme au-dessus de la nature, et la culture est ce qui permet de tracer la frontière nette entre l'homme et la stricte animalité. Et cela vous a donc permis de montrer que là où l'animal, il n'est rien d'autre que ce que la nature a fait de lui, la culture, au contraire, on pourra la définir comme tout ce qui porte, mais la marque de l'homme et exprime son inventivité et sa créativité. Et à partir du moment où l'animal, il est seulement ce que la nature a fait de lui, vous l'avez compris, cela signifie clairement quoi? Mais que l'animal est entièrement soumis à sa détermination naturelle. Vous vous rappelez le mot célèbre de Jean-Jacques Rousseau que ceux qui me suivent m'ont entendu souvent rappeler. C'est Jean-Jacques Rousseau qui disait, n'est-ce pas, que si un animal vivait pendant 1000 ans, au bout de la 1000e année, il serait tel qu'il était au premier jour de sa naissance. Vous l'avez bien compris lorsque Rousseau dit, si un animal vivait pendant 1000 ans, au bout de la 1000e année, il serait tel qu'il était au jour de sa naissance. Ça veut dire quoi? La qualité qui permet de distinguer l'homme de l'animal, elle s'appelle la perfectibilité. Et donc, là où nous avons dit tout à l'heure
de l'animal qu'il est seulement ce que la nature a fait de lui. L'homme, il n'est pas ce que la nature a fait de lui, mais il est ce qu'il se fait lui-même. Et cela indique que l'homme et l'animal entretiennent avec la nature des rapports totalement inverses. Quel type de rapport, mes amis, l'animal entretient-il avec la nature? Nous venons de dire des rapports de soumission, des rapports d'accommodation et de dépendance. Et là où l'animal entretient avec la nature des rapports de soumission, d'accommodation et de dépendance, monsieur, c'est bon pour les portables, ça perturbe l'attention des élèves, nous sommes en train de travailler. Ils vont partager les enregistrements à partir de ceux qui sont là. S'il vous plaît. Merci. Donc je disais que, en disant de la culture qu'elle est constitutive de l'essence de l'homme, j'ai dit cela montre, et vous l'avez retenu, que l'homme et l'animal ont des rapports opposés, contradictoires et inverses avec la nature. Qu'est-ce que je viens de dire de l'animal? Qu'il est soumis entièrement à sa détermination par la nature. Et là où le rapport de l'animal à la nature est un rapport de soumission, d'adaptation, nous avons dit quel est le type de rapport que l'homme entretient avec la nature, non pas de soumission, d'accommodation et d'adaptation, mais le rapport de l'homme à la nature est très exactement un rapport de négation et de transformation. Rappelez-vous quelqu'un qui s'appelle Roger Garaudy, philosophe français. C'est lui qui dit, pour illustrer ce que nous venons de dire, j'ouvre les guillemets, l'animal est un faisceau de réponses, l'homme est un faisceau de questions. Et après avoir dit l'animal est un faisceau de réponses, l'homme est un faisceau de questions, il ajoute son action, celle de l'homme, ne s'adapte pas à son milieu, mais elle le transforme. Fin de citation. Et en disant, je répète une dernière fois, vous l'aurez dans l'enregistrement, arrêtez d'écrire, ma fille, si tu peux cesser d'écrire. Si Dieu nous en donne les forces, si tu nous écoutes, nous allons écrire dans nos têtes de manière indélébile, au point que le 4 juillet, tu n'auras même pas besoin de revenir sur terre. Et donc, une dernière fois, mes amis, Roger Garaudy, il dit, l'animal est un faisceau de réponses, là où l'homme est un faisceau de questions, et d'ajouter, comme j'ai dit, que l'action de l'homme ne s'adapte pas à son milieu, mais elle le transforme. Ce qui signifie que l'homme se définit par la négation constante qu'il opère du de la nature. Mais quelle est la nature que l'homme nie? Vous le savez, je ne fais que vous le rappeler. C'est la nature au double sens du terme. L'homme nie la nature hors de lui, il nie également la nature en lui. La nature hors de lui, bien évidemment, c'est le milieu physique extérieur. Et comment l'homme nie ce milieu physique extérieur, cette nature hors de lui, il la nie par l'action transformatrice du travail. La nature en lui renvoie à quoi? Renvoie à son organisation biologique, à ce qui relève de ses instincts animaux. Et comment l'homme les nie-t-il? Il les nie, mais par la soumission aux normes sociales. Parce que tant que l'homme n'est pas éduqué, vous le savez très bien, il est entièrement esclave de ses instincts, de ses désirs, bref, de ce qu'il y a d'animal en lui. Mais dans la vie sociale, par la soumission aux normes, par leur assimilation, par leur intériorisation, l'homme devient maître de lui, capable de se contrôler et de se dominer. Et en conséquence, j'ai dit, il échappe à l'esclavage de ce qu'il y a d'animal en lui. Rappelez-vous Rousseau disant très clairement que si au départ l'homme il est un animal stupide et borné, il dit dans la société soumis aux normes à travers le processus d'éducation et de socialisation, Rousseau dit, j'ouvre les guillemets, l'homme cesse d'être un animal stupide et borné pour devenir un être intelligent et créateur. Et l'expression
l'homme cesse d'être un animal stupide et borné pour devenir un être intelligent et créateur, il montre très clairement donc que ce n'est que dans la société et dans l'ambiance sociale et culturelle que l'homme accède à une existence pleinement humaine. Une manière de montrer que là où l'animalité est donnée, l'humanité, elle n'est pas donnée, elle se conquiert. L'animalité est donnée au sens que vous savez que dès le départ, le petit de l'animal est déjà animal. Alors que le petit de l'homme, mes amis, qu'est-ce que vous allez en dire? Là où dès le départ, le petit de l'animal est déjà animal. Parce que quand l'animal vient au monde, il est déjà parfait, achevé, complet. Au sens où il vient au monde avec tout l'étillage, tout l'équipement biologique nécessaire à sa vie et à sa conservation. Donc là où le petit de l'animal est dès le départ un animal, que me diriez-vous du petit de l'homme? Oui, inachevé, imparfait, oui, incomplet. Et donc là où le petit de l'animal est déjà animal, le petit de l'homme, je n'ai pas entendu ce que je veux dire. Il n'est pas encore homme. Donc là où le petit de l'animal est déjà animal, le petit de l'homme doit apprendre à devenir. Il doit apprendre à devenir. Il doit apprendre à devenir non pas homme, mais je l'ai entendu, à devenir humain. Et où est-ce qu'il devient humain? Est-ce qu'il le devient dans la solitude de ses instincts? Ou est-ce qu'il devient humain? Ce n'est que dans et par la société. Une manière de montrer que l'éducation est indispensable à notre humanisation. Là aussi, rappelez-vous Emmanuel Kant, pour cette raison-là, disant que de toutes les créatures, seul l'homme a besoin d'être éduqué. Et lorsque Emmanuel Kant mentionne très clairement que de toutes les créatures, seul l'homme a besoin d'être éduqué. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, être humain, cela s'apprend. Et nous avons dit, cela n'est possible que par le truchement de l'éducation reçue dans l'ambiance sociale et culturelle. Une manière donc de montrer très clairement que si la culture est l'essence de l'homme, si la culture est ce qui définit l'homme, attention cependant, quand vous dites que l'homme est un être bioculturel, cela signifie plus précisément que l'homme il est à la croisée des chemins entre l'inné et l'acquis, entre le biologique et le social, entre l'hérédité, l'héritage, entre le naturel et le culturel. Malgré, comme nous l'avons dit, la prédominance du culturel sur le naturel. Ce qui implique donc très clairement que lorsque vous avez dit en reprenant à Edgar Morin son expression célèbre de l'homme qu'il est un être bioculturel, attention à penser qu'il y a au départ une nature et sur cette nature-là viendrait se déposer la culture, c'est absolument faux. C'est un contresens que vous commettez très souvent. Vous savez très bien que nature et culture ne se superposent pas, mais au contraire, nature et culture sont, oui, non seulement complémentaires, mais je préfère ça. Regardez le mouvement de mes bras et qui va habiller un langage. Ça, c'est pas complémentaire, hein, ça. Nature et culture sont, non seulement sont liés, oui, mais sont imbriqués, sont entrelacés, sont entremêlés de façon indissociable. Au point que on ne peut pas séparer ces lois. Ce qui releverait du pur naturel de ce qui releverait du pur culturel. Une manière de vous montrer qu'en réalité, il est absolument impossible de dire en moi ceci est naturel, en moi ceci est culturel. Parce que l'anthropologue français Claude Lévi-Strauss nous dit, j'ouvre les guillemets, on ne peut dire ni où commence la nature, ni où s'arrête la culture. Fin de citation. Et lorsque Claude Lévi-Strauss vous enseigne que, j'ouvre encore une fois les guillemets une dernière fois, on ne peut dire ni où commence la nature, ni où s'arrête la culture, ça veut dire simplement que les mécanismes de leur interaction sont tellement complexes que, encore une fois, il n'y a rien qui relèverait
de l'exclusivement naturel, il n'y a rien qui relèverait de l'exclusivement culturel. Ça veut dire quoi? Que chaque acte posé par l'homme manifeste le double attribut du naturel et du culturel. Qu'il parle naturel et culturel, qu'il regarde naturel et culturel, qu'il marche même naturel et culturel, qu'il dorme même naturel et culturel. Bref, impossible de tracer la frontière nette entre le naturel et le culturel qui s'entremêlent et s'entrelacent, comme j'ai dit, de façon indissociable. Au point que là où le petit de l'animal, même coupé de l'ambiance des autres, de la compagnie de ses semblables, est capable de faire la même chose que les autres sans les avoir vus, vous avez compris que le petit de l'homme, lui, il doit forcément passer par un effort d'apprentissage et de socialisation, comme nous avons dit, pour devenir pleinement humain. Donc, dans notre culture, à la question « qu'est-ce que l'homme ?», vous avez répondu en disant « c'est un animal bioculturel placé sous le signe de la dualité entre l'inné, l'acquis, le biologique, le social, l'hérédité, l'héritage, le naturel et le culturel. » Dans les autres étapes, parce que ce ne sont pas des leçons à part, travail et langage, vous le savez, sont des parties de nature et culture. Parce que travail et langage sont tous les deux des manifestations de la culture humaine. Mais après avoir dit dans la nature et culture que l'homme est un être bioculturel, dans le cours sur le langage, à la question « qu'est-ce que l'homme ?», vous avez répondu en disant « l'homme est un zone logicon », ça veut dire un animal parlant. Et quand vous avez dit que l'homme est un animal parlant, vous avez montré toute la différence entre le langage humain et la communication animale. L'homme parle, les animaux communiquent. Pourquoi le langage est-il spécifiquement humain? Je n'insiste pas, vous le savez déjà, mais parce que le langage n'est pas simplement une production de son, mais il est surtout une production de sens. Rappelez-vous le Descartes du discours de la méthode 5e partie, l'exemple du perroquet perché à la porte d'entrée de ma maison. J'ai l'habitude de siffler, d'émettre certains sons. En entrant, le perroquet est capable de les répéter. Mais il dit Descartes, demandez à ce même perroquet de produire lui-même de nouveaux sons, il en est incapable. Et pourtant, il a l'organe phonatoire qui lui permet d'émettre des sons. Mais pourquoi il ne peut pas produire véritablement de nouveau? Parce qu'il lui manque la raison ou la pensée par laquelle il pourrait arranger et combiner en vue de produire du sens. Donc, de la même manière que vous avez dit, différence nette entre langage humain et communication animale, et que l'homme serait un zone logicon, un animal parlant, dans le cours sur le travail. À la même question, qu'est-ce que l'homme? Vous avez répondu en disant, c'est un animal travailleur. Parce que le travail, c'est ce qui fondamentalement distingue l'homme de l'animal. L'animal se contentant du donné naturel pour satisfaire ses besoins, alors que Karl Marx dit, vous pouvez distinguer l'homme des animaux par le langage, vous pouvez distinguer l'homme des animaux par la religion, vous pouvez distinguer l'homme des animaux par la conscience, mais Karl Marx dit, j'ouvre les guillemets, les hommes ne commencent réellement à se distinguer des animaux que là où ils commencent à produire leurs propres moyens d'existence. Et produire leurs propres moyens d'existence, ça veut dire là où ils commencent à travailler. Donc, de la même manière que vous avez montré la différence entre langage humain et communication animale, ici, vous avez montré la différence entre l'activité animale et le travail humain. Pourquoi vous n'avez pas parlé de travail animal? Mais parce que vous avez montré clairement que ce que fait l'animal est gouverné par l'instinct, par la spontanéité, que ce que fait l'animal est inscrit dans son organisation biologique. Alors que le travail humain, il n'a rien d'instinct, il n'a rien de spontané, mais il est toujours nécessairement précédé par un projet rationnel.